Alors, tout de suite, nous allons rentrer dans le vif du sujet et entendre Arnaud Dereau. Alors, Arnaud Dereau a été pendant de nombreuses années éducateur de jeunes enfants en crèche et a dirigé un service petite enfance. Il est également thérapeute, consultant en éducation psychosociale, formateur et auteur de nombreux ouvrages à destination des professionnels de l'enfance. Et vous allez d'ailleurs pouvoir retrouver tous ces ouvrages dans le dossier pédagogique que je vais présenter tout à l'heure. Alors Arnaud Dereau accompagne sur le terrain des équipes dans leur pratique professionnelle et défend avec enthousiasme et énergie, ça vous allez certainement pouvoir le constater par vous-même, un accueil bien traitant pour l'enfant et sa famille. Alors aujourd'hui, il vient nous parler de vivre son corps pour une meilleure empathie à soi et aux autres. Voilà, Arnaud, c'est à vous. Je pense que vous avez un PowerPoint à partager. Ouais, voilà. Alors, si je partage. Passe. Nickel. Voilà, je vous laisse la parole. Merci, merci. Bon, impressionnant, il y a du monde là. Je suis tout seul dans mon petit bureau et je vais vous parler à, je sais pas, 300 personnes. C'est toujours un peu surprenant, mais bon. Je vais vous parler de ce sujet, donc après, vous pourrez me poser des questions. Allons-y. Est-ce que ça passe, le PowerPoint, ici? Il n'arrête pas de bouger, c'est infernal. Il a le diable dans le corps. Tu vas arrêter 5 minutes de bouger. Tu ne peux pas tenir tranquille. Tu es un vrai singe, tu grimpes partout. Tu n'arrêtes pas de sauter tout partout. Je peux quand même pas tout lui permettre. Il faut bien des limites. Ces paroles-là, qui sont tirées un peu des crèches et du fonctionnement familial, sont encore bien présentes dans vos structures et sont encore bien présentes dans les maisons. Autour du corps, du mouvement de l'enfant, se jouent de nombreuses croyances, des non-connaissances et surtout des peurs qui peuvent freiner l'épanouissement de l'enfant et flétrir ses belles ressources comme l'empathie. Puisque l'on sait que l'enfant, les premières connaissances qu'il va faire, c'est par le corps. On entend rarement dire le professionnel de l'enfance ou la mamie qui a gardé son petit-fils toute la journée. Oh, quelle énergie, c'est super! J'ai adoré, il grimpe partout, il a même monté sur la table basse du salon, j'adore. Non, ce n'est pas des choses comme ça qu'on entend. Ensuite, plus tard, quand l'enfant grandit, dans les centres de loisirs que vous avez ou dans les familles, le discours change un peu et on entend plutôt des choses de ce style-là. Il est maladroit, il a peur de tout, il a du mal à entrer en contact, qu'est-ce qu'il fait mal, il confond des lettres, je pense qu'il est dyslexique, il a du mal avec sa droite et sa gauche, il est toujours mal assis, il manque énormément d'attention et de concentration, il parle fort, il est nul en sport, il fait peu d'efforts, t'es sûr qu'il n'est pas hyperactif ton enfant? Et enfin, il est peu empathique vers les autres. Ce sont des phrases qu'on entend quand les enfants sont un peu plus grands. Et si elles avaient un lien en ce que nous lui reprochons tout à l'heure quand il était tout petit et ce qui nous amène ensuite à des consultations spécialisées. Et il y a un lien entre les réflexions qu'on fait quand il est tout petit et ce qu'on remarque après quand il est plus grand. Le mouvement de l'enfant, le respect de son corps en mouvement est un enjeu capital pour sa construction, son épanouissement, pour sommer la joie, pour sommer la vitamine bonheur, pour comment cultiver le no-stress, le prendre soin de soi et des autres, donc l'empathie. Regardez combien nous adultes, vous adultes, écouter son corps est parfois difficile. Entendre sa fatigue, son ressenti, prendre du repos sont compliqués pour certains adultes. Ah non, non, si, je vous préviens, ça va vite. Rentrer chez soi, dans sa maison-corps, pour recharger ses batteries n'est pas si simple en tant qu'adulte. Respecter le mouvement spontané, le mouvement libre de l'enfant dans un environnement sécurisant qui tienne compte de ses ressources va contribuer à sa santé corporelle, mais également à sa santé psychologique, relationnelle et intellectuelle. Car en effet, la pensée se crée à partir du corps. Donc l'empathie se crée à partir du corps. C'est en bougeant librement, c'est en faisant du quatre pattes, en s'asseyant seul, que l'enfant va pouvoir aborder les apprentissages tels que la lecture, l'écriture, le calcul, avec plus de facilité et de fluidité. Et oui, même les apprentissages scolaires passent d'abord par le mouvement.
Demandez d'ailleurs aux orthophonistes que vous avez autour de vous, si elles sont sincères, elles vous diront combien leur éducation est parfois inutile ou serait inutile si le système d'apprentissage n'était pas celui rencontré dans plusieurs écoles. Les enfants ne bougent pas assez en classe. Nous pourrions donc tous pleurer. Si, je vous assure, quand on voit dès la crèche parfois et ensuite à l'école maternelle, le peu de place qui est fait au corps et au mouvement. Toute la semaine dernière, j'étais encore en crèche pour de l'observation. Les enfants vont peu dehors, même s'il faisait beau, et les enfants bougent peu. Ils sont dans des espaces quelquefois très petits. Très, très vite, il y a plein de tables et des chaises qui envahissent l'espace. Très vite, il y a des tables chez les moyens alors qu'ils n'en ont pas besoin à part pour le repas. Et les sorties extérieures sont excessivement limitées et surtout pas le matin quand il y a la rosée du matin. On s'étonne ensuite qu'ils explosent à la sortie de la crèche ou de l'école et que les retrouvailles sont compliquées. Souvent, on entend d'ailleurs surtout plus à l'école « Ah ben, qu'est-ce qu'ils sont énervés en sortant ?» Comme quelque chose de normal, que c'est à cause de l'enfant. On ne s'interroge même pas sur le comment ça se passe au sein de l'institution. Comment voulez-vous que les enfants aillent bien, apprennent bien et établissent des relations saines et empathiques si on ne leur permet pas de bouger? Il est urgent donc de repenser notre relation à l'enfant, il est urgent de repenser les lieux d'accueil et de la place que nous donnons au mouvement dès la crèche. Que se passe-t-il dans ce monde où dès qu'un enfant court dans le magasin, dans l'allée du train, dans la crèche, il soit mal élevé, que les enfants ne savent plus faire, qu'on laisse tout faire? Cette semaine, j'ai encore entendu dans l'unité des grands, 2 enfants qui étaient en train de courir, une auxiliaire dire « Ah non, 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 on ne court pas. Si on ne peut pas courir en crèche, où peut-on courir donc ?» Nos peurs et nos croyances sont encore et toujours là, bien présentes dans la relation aux enfants. Alors, je ne dis pas de tout laisser faire, je dis simplement, soyons respectueux des besoins de nos enfants, des enfants, de leurs besoins de courir, de grimper, de lancer, de ramper. Il en va de leur santé, de la santé du monde. Ne demandons pas aux enfants de rentrer dans un moule trop tôt. Les comportements dérangeants des enfants, ces comportements qui parfois nous troublent, et non pas des troubles de comportement, sont souvent liés, trouvent leur source dans le non-respect de leurs besoins, et entre autres donc celui de bouger. Regardez encore combien pour un parent, mettre un jeune bébé sur le tapis et même en crèche et au sol peut être parfois compliqué. On préfère quelquefois très vite le mettre dans un relax que de le mettre directement au sol. Un enfant qui bouge est un enfant qui va plutôt bien. Bien sûr, il y a des enfants qui bougent et re-rebougent, comme me disait une maman en consultation, et qui vont mal. Ça, je ne le nie pas. L'enfant qui bouge sainement, dirons-nous, est un enfant en joie et dans l'enthousiasme. Et ça ne part pas dans tous les sens. C'est ça qui est un critère peut-être de santé. C'est quand vous voyez que ça part un peu dans tous les sens, que c'est un peu brouillon, on pourrait dire que là, il y a peut-être quelque chose qui se passe mal. C'est un enfant qui ne se met pas en danger, puisqu'il a acquis une sécurité intérieure. Il connaît ses limites, anticipe, observe, tient compte des autres. Ce sont des enfants qui ont été respectés dans leurs besoins dès les premiers mois et qui ont reçu un maternage bien traitant et un maternage sécure. Je dis souvent que le corps est notre porteur d'âme, donc il est bon de prendre soin de lui. Le corps, est un cerveau. Il imprime dès les premiers moments de vie intra-utérins des mémoires corporelles et sensorielles. Il garde en lui toute son histoire. On sait que le corps, maintenant, c'est un cerveau à part entière. Les sensations physiques sont le fondement même de la conscience humaine. Nos corps sont conçus pour réagir dans un monde en perpétuel changement. Le corps ne ment jamais, comme le dit le titre d'un célèbre ouvrage d'Alice Miller, il pilote notre tête à 90%. Donc, plus vous serez bien dans votre corps, dans vos sensations, mieux vous serez dans votre vie relationnelle et intellectuelle. Entendez que le corps décide avant la tête. Il possède sa propre intelligence. Il possède des capteurs sensoriels internes et externes qui informent instantanément notre cerveau si ce que nous vivons est OK ou pas OK.
Et si, ici, c'est un héritage très utile de nos ancêtres. C'est la manière dont le corps réagit à son environnement qui, en grandissant, permet de nous définir. Ce que vous faites physiquement, ce que vous expérimentez, soit dans le plaisir, dans la douleur ou dans le succès et l'échec, sont enregistrés dans votre corps et inscrits dans votre esprit. Je vais répéter ça. C'est la manière dont le corps réagit à son environnement qui, en grandissant, permet de nous définir ce que vous faites physiquement et ce que vous expérimentez. C'est-à-dire si vous avez soit vécu des expériences de plaisir et douleur ou succès et échec, ça va être enregistré dans votre corps et ça va ensuite s'inscrire dans votre esprit et donc fortement influencer votre façon d'être aux autres. Votre connaissance du monde dans votre interaction avec lui provient de la totalité de vos sensations, à la fois internes et externes. L'acte moteur est la genèse de l'esprit. C'est parce que j'ai la possibilité de bouger et favorablement de bouger que je vais développer mon esprit. Le corps et l'esprit sont liés et nous sommes tous des êtres sensoriels. Nos pensées, nos émotions sont dans le processus d'évolution de l'homme postérieur à notre intelligence sensorielle. Il faut savoir que les conflits que nous avons en nous n'ont pas une origine émotionnelle ni mentale, mais une origine sensorielle, corporelle et énergétique. D'où toute l'importance à donner à l'expérience motrice et sensorielle et corporelle de l'enfant. Plus je sens ce qui se passe dans mon corps, plus je développerai de l'empathie et je gagnerai en autonomie. Un enfant, un bébé construit son moi au travers de ses expériences, actions et interactions. Peu à peu, il apprend à discerner les significations des sensations expérimentées par son corps. Ce que le corps n'aime pas vivre, par contre, c'est la peur. Toutes nos expériences de peur, j'ai notre diapo pour ça, ouais. Toutes nos expériences de peur se logent dans notre corps sous forme de figement. C'est ensuite le couple figement-peur, le figement c'est quand on est totalement bloqué dans son corps, qui est à l'origine de tous nos symptômes dans le corps et dans tous nos symptômes relationnels plus tard. C'est ce couple figement-peur qui est à l'origine de toutes nos sensations et émotions d'insécurité dans notre vie et qui va influencer nos attitudes face aux événements et aux autres. Plus l'enfant est dans une relation en syntonie avec ses parents, en harmonie, sans peur, donc même avec le professionnel aussi, moins il aura des peurs accrochées à son corps et sera donc un adulte plus libre, plus heureux et donc plus empathique. Et regardez autour de vous, même quelquefois en crèche, on entend « attention, tu vas te faire mal »,« attention, tu me fais peur ». Il y a des choses de ce type-là, même dans les structures petite enfance. Est-ce que j'ai notre diapo pour celle-ci? Alors. Cette question, la question du corps en mouvement, est surtout présente à partir de la marche. Quand la capacité motrice de l'enfant s'agrandit, quand son espace s'élargit, il quitte la symbiose avec le professionnel ou avec la mère. Mon expérience me dit que c'est souvent quand l'enfant commence à faire du quatre pattes ou commence à partir que quelquefois la relation se complique. Pourtant, l'aisance corporelle, le bien vivre son corps se prépare dès les premiers mois, quand le bébé est au sol, sous le regard aimant de son parent ou du professionnel. Je dis souvent que votre premier travail en structure petite enfance, c'est de regarder et de s'émerveiller face à l'enfant en mouvement. Des parents, des professionnels en empathie vont savoir organiser cette autonomie-indépendance. Par contre, d'autres parents, d'autres professionnels plus stressés, plus anxieux, parasités par leur propre histoire de vie et par leurs propres peurs et croyances, vont freiner, bloquer le développement de l'enfant. Bien souvent, ce type de parents ou de professionnels trouve comme excuse « c'est pour le protéger, il est encore petit, il est maladroit ». Un enfant pourra éventuellement faire face à ses attitudes parentales ou professionnelles en montrant avec force et mécontentement son désaccord, car être limité dans son mouvement est insupportable pour un jeune enfant. Pour autant, ce n'est pas si simple, car le parent et le professionnel peuvent alors se brancher sur ses anciens comportements et chercher à le faire obéir par son pouvoir ou à le culpabiliser. Ça peut donner des choses comme « tu me fais peur, tu vas me rendre folle ».
D'ailleurs, quelquefois, on voit même des écrits maintenant où on vous dit, si, on peut dire à l'enfant que j'ai peur. On pourra en reparler tout à l'heure. Et l'enfant va donc se plier. Il dira oui, mais à l'intérieur de lui, un grand non. Et son intégrité sera alors abîmée et ce non se réveillera plus tard, soit en rébellion ou en passivité. Je dis oui pour faire plaisir à maman, pour m'occuper de maman, mais à l'intérieur de moi, ça s'agite et j'aurais bien envie de lui dire non. Il pourra croire que garder l'amour de l'adulte, de garder l'amour de papa et de maman, c'est faire plaisir, c'est pas bouger. L'amour se transforme alors en devoir et en condition. Je vais le passer. Donc, l'environnement que nous offrons aux enfants, regardez, il y a déjà un environnement là, déjà là. Donc, l'environnement que nous offrons aux enfants ainsi que notre posture a un rôle important à jouer dans son épanouissement motrice, dans son épanouissement à la relation à l'autre. L'expérience du pont de singe. Je ne sais pas si vous connaissez cette expérience du pont de singe. L'expérience du pont de singe, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est un pont avec une vitre en plein milieu. L'expérience qui a été faite, c'est des enfants montent sur ce pont de singe et s'arrêtent devant le vide puisque la vitre est là. Les enfants se retournent vers l'adulte de référence. Si l'adulte de référence est confiant et montre dans son regard quelque chose de la confiance, l'enfant continue et traverse. Si l'adulte montre « oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai peur », l'adulte fait souvent marche arrière. Donc, vous voyez combien votre regard est fondamental pour que l'enfant grandisse et s'épanouisse correctement. En prenant soin d'organiser un espace sécurisant extérieur et intérieur, c'est un espace bien particulier, en lui laissant maître de cette découverte à son rythme, en ne le mettant pas en difficulté, comme le mettre sur le toboggan alors qu'il n'a pas monté seul, ou le mettre assis alors qu'il ne sait pas tenir seul, et sous un regard attentif et empathique de l'adulte, cela va lui permettre de développer son autonomie et donc sa propre habilité motrice, son aisance corporelle et sa propre empathie. Mais autour de cette motricité libre et spontanée se joue aussi le développement de ses compétences cognitives, parce que ça doit passer par le corps, telles que le raisonnement. C'est plus en bougeant que l'enfant développe des compétences. Alors, okay, c'est vraiment en bougeant que l'enfant développe aussi des compétences de persévérance, d'attention, de concentration et du goût de l'effort. Quand un enfant est respecté dans son rythme de son apprentissage, dans son corps, il est concentré, attentif, présent aux autres. Et c'est vraiment étonnant qu'on entend quelquefois plus tard à l'arrivée de l'école, et vous devez l'entendre aussi dans votre pays, il n'est pas assez attentif, il n'est pas assez concentré. Et maintenant, dans les écoles, on remet des ateliers pour travailler la concentration. Alors que tous les professionnels de petite enfance que vous êtes, vous savez dire qu'un jeune enfant est très concentré. Quand il fait une expérience, quand il joue au niveau du corps et quand il bouge, il est très concentré dans son mouvement. Il met vraiment beaucoup d'attention. Qu'est-ce qui se passe qu'à un moment donné, ces enfants sont moins concentrés? On pourra y revenir parce que je pense qu'il y a peut-être une des conséquences du fonctionnement des crèches aussi. Ensuite, donc, vient la question de la posture de l'adulte, que j'ai déjà quelque peu évoquée. Dernièrement, en conférence, certains parents présents étaient bien déstabilisés et plusieurs questions tournaient autour de cette propre peur que j'évoquais déjà. Mais qu'est-ce qu'on fait avec notre peur en tant que parent, en tant que professionnel? D'après vous, qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, vous avez peut-être déjà des réponses et vous me direz tout à l'heure. Je vous rappelle, quand je dis respecter la motricité de l'enfant, cette motricité d'Iklip, selon Pickler, je ne dis pas de les mettre dans un environnement dangereux qui ne tient pas compte de ses compétences. Votre travail, c'est quand même de les mettre dans un environnement qui tienne compte de leurs compétences. Si vous regardez ça et si vous les mettez dans un lieu très respectueux de leurs compétences, votre peur peut donc diminuer quand vous pensez l'environnement. Cela passe donc par l'observation des compétences de votre enfant, passe par l'observation du lieu dans lequel il se trouve. Regardez-le faire, explorez le lieu avec lui et voyez ce qui pourrait être dangereux. Très tôt, mettez-le au sol et le moins possible dans des transats, dans un espace sécurisé, peut-être par des gros coussins, par des jeux, du matériel de récupération.
Faites-le travailler le plus possible au sol, alors que évitez tous ces portiques qu'on trouve encore dans les crèches qui ne servent pas à grand-chose. Ensuite, l'environnement va se transformer en fonction de ses découvertes et de ses capacités. Réfléchissez aussi au langage, aux mots pour l'accompagner dans ses découvertes, car si vous êtes dans votre propre peur, les mots suivront votre peur avec des phrases du style « Attention, tu vas tomber, t'es sûr, c'est risqué, tu descends tout de suite, bien sûr le non, c'est dangereux, ton frère est déjà tombé, t'es trop maladroit, descends. » Et c'est souvent accompagné de belles mimiques, hein. Des yeux écarquillés, des mains sur la bouche ou sur les yeux. Oh là 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 là, attention, danger. La parole a un impact énorme sur l'épanouissement de l'enfant et les mots que vous allez utiliser au niveau du développement moteur auront un impact sur cette empathie. Des mots comme « prends soin de toi »,« tu as vu le vide »,« sens bien les marches »,« observe »,« tu grandis, dis donc, prends ton temps »,« cherche »,« tu as réussi ». Oui, pour l'instant, tu n'y arrives pas. Patience, demain peut-être. Et oui, ça, ce n'est pas encore possible pour toi. Ça, ce sont des mots et des phrases qui seront beaucoup plus riches pour l'enfant. Accompagné également par votre corps qui donne le message de confiance et que vous ne lui donnez pas un double message. C'est pour ça que c'est très intéressant. C'est important que vous réfléchissiez comment votre corps parle aussi. Et votre corps parle aussi comme pour l'enfant. Ensuite, pour votre peur, si vraiment votre peur est encore bien pressante et si elle est vraiment envahissante, voyez comment vous pouvez être peut-être accompagné dans cet état par vos directeurs en analyse de pratique, voir pourquoi cette peur est si invalidante pour vous, pourquoi elle est aussi présente dans le travail que vous faites auprès des enfants. La peur que vous avez, qui est souvent liée au passé, à votre propre histoire, peut quelquefois se nettoyer rapidement. Il y a des dentistes qui soignent les dents. Je vous rappelle qu'il y a des thérapeutes qui peuvent aussi soigner ces douleurs du passé. Donc, c'est quelquefois bon de dire, tiens, je vais aller voir un peu quelqu'un pour voir qu'est-ce qui fait que j'ai autant peur quand l'enfant bouge et se met en danger. Je dis souvent, croyez-moi, c'est tellement mieux de se sentir en joie, en amour, que dans la peur. Donc, je vous souhaite vraiment dès demain une sortie, des sorties en extérieur le plus souvent. Dès demain, un regard sur l'aménagement de la crèche. Qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que je peux permettre? La semaine dernière, j'étais donc dans une crèche, on a tout réaménagé, même le hall d'entrée avec du matériel moteur. Tout a été changé. Qu'est-ce qui peut être transformé, déplacé dans ces crèches? Moi, je me bats pour qu'il y ait de moins en moins de tables. Alors, je ne vous parle pas des écoles, parce qu'en école, il y a énormément de tables, mais même dans les crèches, je trouve que dans la section, quelquefois, dans le groupe des bébés, dans le groupe des moyens, il y a beaucoup trop de tables, alors que les enfants ont besoin de bouger. Ce serait aussi intéressant que vous observez demain les permissions que vous ne donnez pas, que vous pourriez peut-être donner aux enfants. Est-ce qu'ils peuvent aller dans la cour tout seuls? Est-ce qu'ils peuvent aller dans un espace tout seul et sans votre présence? Observez tout ça, discutez de tout ça avec vos équipes. Alors, travaillez par étapes. Je dis souvent, ne changez pas tout demain et transformez tout doucement peut-être votre fonctionnement de crèche autour de la motricité. Est-ce qu'il y a une salle de motricité aussi dans vos crèches? Ça, on peut en parler, mais ça me fait un peu rire, les salles de motricité. Voilà ce que j'avais surtout à vous dire pour cette matinée, ce peu de temps que j'ai. Moi, tout seul face à mon ordinateur, c'est vraiment pas facile. Et comme les apprentissages, ça passe mieux par le corps, même si vous avez, donc ça c'était le divan du thérapeute pour aller travailler sur votre peur. Si vraiment vous voulez faire l'apprentissage et entendre ce que je veux dire, là, ça serait peut-être bien que vous mettiez debout et que vous sautez sur place. Alors, est-ce que vous allez le faire? Je n'ai pas assez de photos, je ne vois pas tout le monde. Mais pour faire un apprentissage, après un truc comme ça, c'est bien de bouger et de sauter sur place. Mais je pense que tout à l'heure, vous allez sauter avec le djembé. Donc, vous pourrez mettre tout ça en place. Voilà ce que j'avais à vous dire, moi, sur mon petit bureau tout seul face à vous. Merci Arnaud, merci pour cette chouette intervention qui est pleine de sens, qui aura pu susciter, je pense, la réflexion chez nous tous. Ouais.